Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce jeudi 16 juillet en Afrique australe. Alors que le sujet du nucléaire était au cœur des discussions, vous le savez, en Iran il y a quelques jours côté armement, l'Afrique du Sud explique quant à elle ses projets de développement dans l'énergie nucléaire. Mardi, le ministère de l'Énergie a donné quelques détails sur ces projets sur lesquels le pays reste toutefois assez discret. Alors que l'année dernière, Pretoria a annoncé la construction d'au moins 6 centrales nucléaires d'ici à 2030 pour pallier le manque d'électricité récurrent dans le pays, 5 concurrents s'intéressent désormais à l'obtention de ce marché qui devrait être attribué d'ici la fin de l'année. Il s'agit de la Chine, la France, la Corée du Sud, les États-Unis ou encore la Russie qui semble actuellement en tête. Malgré tout, les détracteurs du projet d'énergie nucléaire se demandent d'où viendra l'argent de son financement et surtout pourquoi le pays n'utilise pas ses ressources naturelles comme le soleil ou encore le vent. En parlant d'Afrique du Sud, sachez que 10 ressortissants sud-africains ont été arrêtés dans le nord de la Chine lors d'une visite touristique. Alors que le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa est en visite officielle à Pékin, 5 des 10 personnes qui ont été interpellées pourraient être même inculpées. La raison, Pékin les soupçonnerait d'avoir des liens avec une organisation terroriste, sans toutefois nommer cette organisation. Une situation donc assez floue qui laisse l'Afrique du Sud perplexe et l'embarrasse. En effet, il y a parmi ce groupe de personnes des hommes d'affaires, des médecins et plusieurs membres de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Toujours en Afrique australe, nous avons appris hier le décès de l'écrivain zimbabwéen Tchenjerai Hove. Le romancier qui s'était exilé en Europe s'était fait connaître dans les années 1980. Également poète, homme de théâtre et novelliste, Tchenjerai Hove est surtout connu comme un fervent critique du gouvernement de Robert Mugabe, qu'il décrivait comme autoritaire. Monsieur Hove, qui est décédé brutalement le 11 juillet dernier en Norvège, avait été contraint de quitter le Zimbabwe pour pouvoir écrire librement, même si son pays, le Zimbabwe, n'avait jamais cessé de le hanter. Monsieur Hove avait notamment fondé la Zimbabwe Human Rights Association, l'une des associations de défense des droits de l'homme les plus actives dans son pays. En Afrique de l'Ouest, retour sur la présidentielle du 25 avril dernier au Togo. 2 organisations de la société civile togolaise soutenues par l'Union européenne, le collectif des associations contre l'impunité au Togo et la plateforme citoyenne Justice et Vérité viennent de rendre public leur rapport. Un document qui porte sur les violences et les violations des droits de l'homme au cours de ce scrutin. Le rapport donc rendu public à Lomé révélerait le caractère relativement paisible de l'élection dans son ensemble, mais a tout de même observé donc ces violences et violations des droits de l'homme. Également pointé du doigt le climat post-électoral toujours délétère comme dans le passé. Au chapitre des recommandations, le rapport propose que des mesures soient prises pour que les réformes constitutionnelles et institutionnelles se fassent le plus tôt possible. Et je vous propose d'écouter le président du CACIT, donc le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Il est suivi du chargé de programme à la délégation de l'Union européenne au Togo et il répondait au micro de notre correspondant à Lomé, Noël Tadénion. Contrairement à l'observation commune que les organisations font et qui se limite simplement au processus strict de l'élection, nous avons pris plutôt une période de 6 mois, donc bien avant les élections et bien après les élections, pour pouvoir d'abord, avant les élections, baliser le chemin entièrement et après les élections, véritablement faire le point pour proposer des mesures pour que, à l'avenir, nos élections soient beaucoup plus apaisées, soient entièrement avec violence zéro, violation des droits de l'homme zéro, pour que nous puissions nous sentir fiers d'avoir avancé sur le plan démocratique et renforcement de l'état de droit. Dans sa globalité, le scrutin s'est bien passé, la période a été apaisée, mais il y a eu des incidents, environ 600 incidents, mais il y a eu 111 cas de violation, de violences, que ce soit des violences verbales, que ce soit des violences psychologiques, que ce soit des violences physiques. Heureusement, la seule victoire que nous pouvons dire que nous l'avons, c'est qu'il n'y a pas eu de perte de vie humaine. Et donc c'est un acquis que nous devons consolider ensemble avec tous les autres acteurs de la société civile. Et donc, à l'endroit des partis politiques, il y a eu des recommandations. À l'endroit de la CENI, la principale recommandation, c'est que notre CENI puisse devenir un peu plus technique
qu'elle ne soit pas composée sur une base politique, mais sur une base technique, de façon à ce que le processus soit très bien huilé pour que on ait une transparence du début jusqu'à la fin, pour ne pas donner matière à suspicion, de sorte qu'il y ait des frustrations qui se créent encore, au lieu de donner plutôt des solutions par rapport aux élections. Au niveau du gouvernement, c'est vrai que le gouvernement a fait des avancées, a fait des efforts, mais il est évident qu'il y a encore à faire. L'Union européenne apporte un soutien assez, conséquent à l'ensemble des partenaires, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des structures institutionnelles, pour que le processus électoral puisse être mené dans les meilleures conditions possibles et de manière le plus, paisible possible. Je pense que le travail qui a été mené par le CACIT et les partenaires associés à ce processus a montré que, effectivement, même s'il reste encore des choses à parfaire, qu'il y a quand même un progrès qui est notable et que nous essayerons d'appuyer autant que cela est possible toute initiative visant à améliorer la situation, comme cela a été mentionné par le président du CACIT. Restons en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, le nouveau code électoral vient d'être invalidé par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Cour de justice de cette instance a en effet rejeté lundi ce texte controversé qui excluait de ces scrutins les fidèles du président déchu Blaise Compaoré et qui avait soutenu le projet de révision constitutionnelle à l'origine du soulèvement qui, vous le savez, a causé la fuite de l'ancien chef d'État en Côte d'Ivoire. Le motif invoqué par la Cour de justice de la CEDEAO est que cette modification du code électoral qui a été votée en avril constituerait une violation du droit de libre participation aux élections. Et toujours au chapitre des articles de loi controversés, l'Égypte vient, elle, d'accepter hier mercredi de réviser l'article d'un projet de loi antiterroriste controversé et un article qui prévoyait la prison pour les journalistes qui contredisaient les communiqués officiels. Le gouvernement égyptien a simplement décidé de remplacer cette disposition par une amende très lourde. Ouvrons une page internationale à présent. En France, 4 personnes qui projetaient une action terroriste contre des installations militaires françaises sont désormais en garde à vue à la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure. C'est l'annonce qui a été faite hier soir par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Je vous propose de l'écouter. Le principal instigateur avait été repéré pour son activisme sur les réseaux sociaux et dans le relationnel de djihadistes français aujourd'hui incarcéré. Il avait également été signalé aux autorités du fait de ses velléités de départ en Syrie dans le cadre des mesures de prévention mises en œuvre par le gouvernement pour prévenir les filières djihadistes. Il avait fait l'objet d'un entretien administratif. Je félicite nos services de renseignement pour ce nouveau coup porté aux terroristes et ce nouveau projet d'attentat déjoué. Il convient de préciser qu'aucun lien ne peut être établi à ce stade avec les faits qui se sont récemment déroulés dans les Bouches-du-Rhône. Pour ce qui concerne le volet répressif, l'opération de lundi matin porte désormais à 326 le nombre d'individus impliqués dans des filières djihadistes interpellés depuis 2012. Rendons-nous en Grèce à présent. Le Parlement grec a adopté hier jeudi une série de réformes très contraignantes par les créanciers du pays, des mesures prises en préalable à un nouveau plan d'aide, et ce malgré plusieurs défections, vous le savez désormais, dans le gouvernement du Premier ministre Alexis Tsipras. Justice en Allemagne à présent. L'ancien comptable du camp de concentration d'Auschwitz, Oskar Gröning, âgé de 94 ans, a été condamné hier, mercredi, dans le pays, en Allemagne. Condamnation à 4 ans de prison pour complicité dans le meurtre de 300 000 juifs. Cette condamnation marque un épilogue de ce qui pourrait être le dernier procès nazi, comme on l'appelle. La décision du tribunal de Lunenburg, au nord du pays, lue d'une voix impassible par son président Frank Kompisch, est légèrement supérieure aux 3 ans et demi d'emprisonnement qui avait été requis le 7 juillet dernier par le parquet. L'accusé encourait 3 à 15 ans de prison.
Terminons ce flash information en Afrique du Nord. L'ouverture de ce que les autorités égyptiennes ont baptisé comme la nouvelle maison de Toutankhamon va être retardée. Près des pyramides de Gizeh, des centaines de pièces du trésor du célèbre pharaon doivent être exposées au public dans un nouveau méga musée. Malheureusement, près de 10 ans après le lancement du projet, les travaux sont toujours loin d'être achevés. Reportage. Cet énorme bâtiment rose trône depuis plus de 100 ans, le musée égyptien. À l'intérieur, des milliers d'artefacts issus de l'Égypte antique. Mais sur les 163 000 antiquités que compte le musée, plus de 100 000 sont confinés loin des regards dans des réserves. Une situation qui a poussé l'ancien ministre de la Culture à lancer un projet pharaonique, faire sortir du désert un nouveau musée archéologique. On m'a demandé « Qu'est-ce que vous allez faire de cet entrepôt à Tahrir ?» Et ça a été comme un coup de poignard dans le cœur. J'ai répondu « Nous construirons le plus grand musée du monde. » Il était surpris et il m'a demandé « Mais où ça ?» Et je lui ai dit « Il sera aux abords des pyramides, dans le désert près du Caire. » 10 ans après, et malgré les 5000 ouvriers qui se relaient chaque jour, l'inauguration prévue cette année a été reportée à 2022. Les coûts ont déjà dépassé les prévisions, passant de 800 millions à plus de 1 milliard de dollars. En cause, l'absence de financement et l'instabilité politique depuis la révolte populaire de 2011. Une situation qui touche le tourisme dans son ensemble. 10 millions de visiteurs se sont rendus en Égypte en 2014, contre près de 15 millions il y a 5 ans. Compte tenu des événements qu'a traversé l'Égypte depuis janvier 2011, les travaux ont été ralentis et les revenus liés au tourisme sur lesquels le ministère comptait pour financer le projet n'ont cessé de décroître. Cela a mené à un ralentissement des travaux et même parfois à des arrêts temporaires. Malgré ces ralentissements, les conservateurs s'activent dans les laboratoires du futur Grand Musée d'Égypte. 100 000 antiquités seront exposées ici. Et pour attirer les donateurs et renflouer les caisses, les 4500 pièces du trésor de Toutankhamon devraient même être accessibles au public dès 2018. Cette ouverture partielle permettra de voir la plupart des artefacts du célèbre pharaon Toutankhamon, soit plus de 3000 pièces. Et plus de la moitié d'entre elles n'ont jamais été exposées par le passé. L'administration du musée a déjà été critiquée pour sa gestion maladroite de certaines antiquités. Mais avec sa décennie de retard, certains parlent même déjà du Grand Musée d'Égypte comme frappé par la malédiction de Toutankhamon. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 16 juillet. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour votre prochain point quotidien avec l'actualité. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.